Donc moi, je vais vous présenter Carole. Alors, moi, je suis tellement content que Carole Sédillot soit là, et je vais vous dire pourquoi c'est génial qu'elle soit là. Parce que la vie de Carole Sédillot, c'est la transcendance de la dualité. Pourquoi? Parce que Carole Sédillot a commencé par être danseuse, et après avoir passé des années à faire une expression poétique du corps, elle a ouvert son horizon après le corps. Elle a ouvert à la symbolique du corps. Des rencontres diverses lui ont fait rencontrer Jung, et elle a pu élargir sa conscience, son expression, à la symbolique du corps humain. Donc je trouve ça fantastique qu'elle soit là, parce qu'elle fait la synthèse du corps et de l'esprit. Alors Madame Sédillot, c'est une autrice, une auteure, elle a écrit plus de 15 ouvrages. On pourrait la définir comme une pédagogue jungienne. Elle a créé une école qui s'appelle Astre Évolution, tout un programme, dans lequel effectivement elle enseigne la mythologie et le symbolisme. Alors tout ça c'est fantastique, on est tellement heureux qu'elle soit là pour ouvrir notre rassemblement. Donc avec elle, je vais maintenant lui laisser la parole, c'est avec Jung, de la dualité à l'unité. Merci Marianne. C'est difficile de faire la suite. Je dois dire qu'elle m'a mis une sacrée pression. Mais merci, merci infiniment. Alors donc je suis, oui, comme ancienne danseuse, c'est vrai que je suis très heureuse d'être sur une scène, mais je ne vais pas vous faire une arabesque. Voilà, ce que je vous propose, ça va être de partager, alors j'imagine plein de choses que vous savez déjà. Donc je vais les remettre en visibilité, sans aucun doute. Et puis, je pense que dans un deuxième temps, eh bien, j'aurai peut-être besoin de vous pour un partage de toutes les informations que je vais vous partager. Alors, Jung, bien sûr, et le processus d'individuation que vous connaissez, sur lequel déjà vous êtes, j'imagine, en chemin, processus d'individuation. On a effectivement un mot sur lequel on va travailler toute la soirée. C'est individuation. Et qu'est-ce qu'il nous dit déjà avec ce mot-là? Un, unique, indivisible, non séparé de la totalité de qui nous sommes. Oh, déjà, ça nous met quand même un petit peu en alerte. À quel moment cette définition d'individuation apparaît? C'est important dans la vie de Jung, c'est à peu près en 1916, dans un de ses livres qui s'appelle « Les 7 sermons aux morts ». Alors, c'est important, 1916, si on sait qu'il est né en 1875, on voit l'âge qu'il a au moment où ce processus, c'est-à-dire ce mouvement finalement, pour aller où, vers qui, comment, pour aller vers soi, à la rencontre de qui nous sommes véritablement dans ce que nous avons d'unique. Alors on se dit, bon voilà, on a compris, c'est pas difficile, hein, on va s'engager. Et sur ce processus, sur ce moment de vie dans lequel on va s'engager, finalement, Jung, il est assez sympa, hein, il va nous proposer les fameux partenaires. Alors c'est vrai que quand on entend partenaire, on se dit c'est bien, c'est plutôt un copain, c'est un allié, c'est un partenaire, dans l'absolu, c'est quand même plutôt quelqu'un de sympathique. On va voir quand même que certains de ces fameux partenaires vont quand même être un petit peu encombrants. Donc je vais les nommer rapidement, hein, puisque vous les connaissez. Vous les avez déjà rencontrés en dehors de la théorie, bien sûr, mais avec vous-même surtout. Hein. Donc le premier partenaire que Jung va donner au moi, eh ben, ça sera la persona. Et puis on aura aussi un autre partenaire, un petit peu celui-là, je
pas sûr que ça soit notre meilleur ami, mais si, ça sera notre meilleur ami, c'est l'ombre. Puisque bien évidemment, s'il y a l'ombre, c'est qu'il doit y avoir de la lumière pas très loin. Donc, on va mettre du temps un petit peu à être partenaire et ami avec l'ombre. Mais quand on aura perçu, compris, intégré, ressenti que finalement, c'est à cause, mais surtout grâce, je dirais, à ce que Jung appelle les irruptions de l'ombre, eh bien qu'on ira vers cette fameuse lumière qui nous permettra d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Oui, on est d'accord. Le chemin, c'est d'aller à la rencontre de soi en s'approchant du soi avec un S majuscule cette fois-là. Alors, est-ce qu'il y a un parcours fléché? Est-ce qu'on a une carte routière? Pas tout à fait sûr. Parce qu'il va falloir trouver un rythme, c'est-à-dire quel va être le mouvement. Et c'est là où, justement, avant d'aller vers cette unité qui fait que nous allons aller aussi vers cette totalité de qui nous sommes, Jung emploie aussi d'autres mots que moi je trouve très bien, c'est cette complétude, aller vers l'être que nous sommes entier de nous-mêmes. Ça semble toujours évident et facile quand on le dit de cette manière. Et pourquoi ça va être véritablement compliqué ce parcours? Parce qu'il va y avoir un mouvement. Et ce fameux mouvement, Jung, il sait de quoi il parle. Parce que, comme vous le savez certainement, avant tout ce que Jung nous a apporté de l'ordre de la théorie, je mets des guillemets sur le mot, il est d'abord passé par l'expérience. En règle générale, on cherche, on pose une théorie et ensuite on l'expérimente. Jung, lui, il a fait le chemin, pas inverse, mais un chemin complètement différent. Il a expérimenté, il a été dans qu'est-ce que c'était pour lui, et ensuite, il en a fait ce que nous connaissons. Il en a fait effectivement ce mouvement qui va nous permettre de co-créer avec nous-mêmes. Alors, co-créer avec nous-mêmes, ça veut dire que avec moi-même, il y a un autre moi. Donc, encore une fois, ce mouvement, Jung il va pas l'inventer. De même qu'il n'a pas inventé le mot archétype, il va le chercher chez Platon. Jung s'est beaucoup inspiré des grands philosophes, des grands penseurs grecs. Et là, justement, dans le fameux mouvement qui va nous permettre de cheminer, d'aller vers l'être que nous sommes, vers cette rencontre, eh bien, il va s'appuyer sur un autre grand philosophe, 500 ans avant Jésus-Christ quand même, qui s'appelle Héraclite. Et il va effectivement utiliser sa théorie. Vous avez peut-être entendu ce mot. Si vous le découvrez pour la première fois, essayez de le passer comme ça dans une discussion, dans un dîner. Vous allez voir que c'est quand même pas tout à fait facile. Il s'agit de l'énantiodromie. C'est quoi cette énantiodromie? Oui. Alors, je vais vous l'écrire. Merci. Et non, tio, dro, mi. Alors effectivement, placer ça dans une conversation, c'est un petit peu compliqué. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Alors ce mot, ensuite, il sera utilisé d'une manière beaucoup plus accessible. Et là, j'imagine que même si vous n'êtes pas alchimiste, c'est la fameuse conjonction des opposés. Donc, on est là justement, avant de percevoir quelque chose qui va nous proposer cette unité, on va être dans la dualité. Qu'est-ce que cette énantiodromie? C'est la théorie d'Héraclite qui nous dit que systématiquement, presque obligatoirement, une chose qui est là, qui est nommée, ira systématiquement vers son opposé
et reviendra, qui va créer un mouvement. C'est le mouvement de la vie, en fait. Hein, la vie qui va vers la mort, qui revient vers la vie, qui revient vers la mort. Donc c'est un mouvement, encore une fois, qui va fasciner Jung dans sa pensée, c'est-à-dire dans la dynamique qu'il va mettre dans le mouvement de la psyché. Ce qui veut dire qu'effectivement, et pour le thérapeute, ça sera une clé, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça sera une clé de mettre ce mouvement toujours en permanence. Je vous l'illustrerai aussi avec un schéma, puisque je n'ai pas de choses à vous projeter par rapport à ça. Cette énantiodromie, nous on va l'appeler la conjonction des opposés. L'objectif, c'est effectivement la création. La création, la propre création de qui on est. Donc, je vais vous l'illustrer. Alors, je vais essayer d'écrire gros. Alors, pourquoi cette notion d'énantiodromie en soi? Ça va être simple. C'est parce que nous avons quelque chose qui est de l'ordre du conscient, c'est-à-dire je le sais. Et puis, bien sûr, il y a l'inconscient. Quand un patient vient voir son thérapeute, il sait pourquoi. Il sait qu'il ne va pas bien, il sait qu'il est inquiet, il sait qu'il a une angoisse, il sait qu'il a un mal-être. Sauf qu'il ne sait pas pourquoi. Donc il va y avoir un mouvement entre ce que je sais et ce que je ne sais pas. Donc le principe, justement, pour aller à faire converger ce qui est contraire, eh bien, ça va être effectivement dans la posture du thérapeute. Mais avec soi-même, qu'est-ce qu'il fait que, je ne sais pas si mon dessin est très clair, le mouvement qui est là va permettre d'arriver ici, qui s'appelle le troisième terme, c'est-à-dire c'est la fonction transcendante. Ça veut dire que cette fonction, qui est la fonction de création, ne prend pas parti pour A ni pour B, mais parce qu'il y a une tension entre ces deux-là et que le moi est capable de tenir cette tension, on ira vers une création. Je vais prendre un exemple concret. Ensuite, on verra que c'est ce qui se joue à l'intérieur de la psyché. Je vais prendre quelqu'un, Claire par exemple. Je dis Claire parce que c'est la seule que je connais, donc j'en profite. Là, je vais prendre un exemple concret, mais c'est ce qui nous arrive tous les jours dans nos relations. Avec Claire, on a décidé de créer une association. Claire, elle est là, et elle dit, moi, l'association, je vais l'appeler A. Et moi, je lui dis, je préfère quand même qu'on l'appelle B, cette association. Donc, il va y avoir un dialogue, ça c'est un mot que vous connaissez tous, bien évidemment, ici. Donc, entre Claire et moi, s'installe ici un dialogue, mais il peut y avoir une tension. Elle peut me dire, moi c'est A, si on ne l'appelle pas A, moi je ne veux pas cette association. Et bien moi je peux lui dire aussi, si on ne l'appelle pas B, moi j'en veux pas non plus. Donc là on est dans une dualité qui fait que si le dialogue ici ne gagne pas en maturité, en qualité, en écoute, toutes les valeurs qu'on pourrait mettre entre quelqu'un et quelqu'un d'autre, eh bien ça va se séparer. Donc, ici, on n'a pas moyen d'arriver à un troisième terme. Parce qu'ici, il y a Claire,
il y a Carole. OK? Donc, c'est 1 et 1. Mais finalement, on est quand même intéressé par ce qui peut se jouer. Et puis, je vais me dire, mais finalement, tu as peut-être raison, on peut peut-être, etc. Et ici, il va y avoir un mouvement. Il y a une tension, il y a une résistance, il y a ce que Jung appelle une confrontation de 1 et d'un autre 1. Mais si on tient cette tension, on arrivera à quelque chose qui sera de l'ordre de la création. C'est-à-dire ce que Jung appelle le troisième terme. C'est la fonction transcendante. Alors finalement, on a mis du temps, mais on y est quand même arrivé. Elle s'appelle donc comment, notre association ? Tout le monde est d'accord ? Hein ? On aurait pu. Alors bien sûr, c'est C. Parce que C ne prend pas parti pour A, ni pour B. Mais c'est parce qu'il y a eu cette tension ici qu'on a mis quelque chose de nouveau. Donc, le processus qui fait de la dualité quelque chose qui va vers l'unité est un processus de création. Parce que s'il n'y avait pas eu cette tension, s'il n'y avait pas eu quelque chose qui contrarie, qui peut mettre à mal, etc., ben ça aurait été stérile. Après tout, moi je m'en vais, je ne fais pas cette association, etc. On aurait pu passer par un palier qui aurait pu être, allez, on est d'accord, on va faire AB. Mais là, il y a du connu dans AB. Et on le voit bien dans notre vie, quelquefois, avant d'arriver à quelque chose qui est cette transcendance, qui a dépassé quelque chose qui est la dualité, on passe par, effectivement, un compromis, un consensus, voilà, une organisation. Et puis peut-être après, on peut passer sur quelque chose qui sera ce nouveau. Donc, ce qui se joue à l'extérieur, parce que ça, c'est en permanence dans la vie, dans nos relations, on est toujours dans cette tension-là. Est-ce qu'on est créateur, justement ? Est-ce qu'on arrive à mettre du nouveau ou pas ? Donc ça, c'était quelque chose d'extérieur et qui est banal, vous allez me dire, mais en même temps qui est intéressant à observer quand on y met voilà, un petit peu plus de conscience. Mais c'est exactement ce qui se joue à l'intérieur de nous. C'est ça qui va nourrir le fameux processus avec la rencontre, avec les rencontres, que ce soit la persona, que ce soit une émergence de l'ombre, avec une part d'animus ou d'anima. On sera toujours dans ce mouvement-là qui nous amène à comment on va arriver à ce fameux dialogue. C'est un dialogue intérieur, bien évidemment, hein, qui nous confronte, parce que sinon on peut se dire, oui, on a repéré en soi, on sait que, parce qu'on a toujours une notion de notre conscience qui sait que, mais on ne va pas aller plus loin. On ne va pas pouvoir descendre au-delà de quelque chose qui est de l'ordre du connu. Et Jung met dans ce processus-là tout le mouvement d'aller vers la rencontre avec l'individu que nous sommes. Et si vous connaissez un petit peu sa vie, ben oui, il sait, lui, de quoi il parle quand il met en visibilité ce mouvement-là. N'oublions pas que très jeune, il est enfant, hein, il a 6-7 ans, on est même sûr que c'est peut-être même avant, il se rend compte, puisqu'il le nomme, il le dit, qu'en lui, effectivement, il y a une personnalité et une autre personnalité. Alors bien sûr, nous sommes pluriels, nous sommes plusieurs avec nous-mêmes, ça c'est pas un scoop, hein, on le sait, mais lui, il le nomme déjà très tôt, cette personnalité numéro 1, cette personnalité numéro 2. C'est quoi le risque ? Parce que, on pourrait se dire, oh, allez, je vais en exclure une, mais c'est impossible. Ici, l'aboutissement est le résultat de A et B, et ce n'est pas A ou B. Ce qui veut dire, c'est le fameux « et en même temps », mais ça, c'est encore autre chose.
Donc ici, c'est peut-être le niveau de conscience qui va permettre que ce mouvement existe, parce que pour Jung, et il le dit, et je pense qu'il a mis ça aussi dans ses accompagnements avec ses patients, il n'y a rien à jeter de qui nous sommes. On ne se débarrasse de rien. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, dans une attitude, quelque chose, ça ne me plaît pas, allez hop. Pour Jung, non. Tout est à garder pour aller justement dans le mouvement et aboutir à cette totalité. Il s'appuie sur quoi pour nous proposer cela? Il s'appuie aussi sur tout ce qui est de l'ordre de l'alchimie. Ce que je n'aime pas de moi, je suis bien obligée de le garder. Ça fait partie de moi. Je ne vais pas m'amputer, je ne vais pas me séparer de quelque chose qui m'appartient. En revanche, si je sens que c'est pénalisant pour moi, préjudiciable aussi pour l'extérieur, qu'est-ce qu'il nous propose? Effectivement, de le transformer. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, d'une manière innée, qui sont quand même plus en harmonie avec elles-mêmes, qui ne sont pas forcément dans un espèce de tiraillement intérieur, voire de déchirement intérieur. Donc, les mouvements contraires sont peut-être plus faciles à tenir. Mais quelquefois, on le voit bien, ce désamour avec soi-même, cette tension avec soi-même. Donc, comment effectivement créer ce mouvement? Pour Jung, la guérison, parce qu'en même temps, il le dit de cette manière dans certains de ses ouvrages, le processus d'individuation est aussi un processus de guérison. Ah bon? Parce que si on met le mot guérison en visibilité, si on mettait un mot à côté opposé de guérison, ça serait maladie, là on serait dans un jeu d'opposition. C'est vrai que les opposés sont soit contradictoires ou soit complémentaires à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on se doute bien que quand on peut déceler quelque chose qui est de l'ordre du complémentaire, ça va être plus facile, effectivement, à créer l'harmonie, à créer le mouvement qui nous amènera à la création. Ça serait quoi les complémentaires? On a le jour et la nuit, on a le chaud et le froid, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Mais on le voit bien, je vais donner là aussi un exemple simple. Quelquefois, c'est bizarre, hein, je pense quelque chose, mais quand j'agis, je fais complètement le contraire. Pourtant, c'est quand même... c'est moi, hein. Elle est où cette incohérence? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, dans cette dualité en moi, parce que ça peut être grave quand même, je pense quelque chose, mais quand je pose un acte, je suis complètement en dehors de ça. Mais il peut y avoir des opposés à l'intérieur de nous qui peuvent être porteurs et peut-être plus préjudiciables que simplement action et pensée. Donc, cette harmonisation, encore une fois, ne peut venir qu'avec un vrai dialogue, ce fameux dialogue intérieur qui peut effectivement se jouer de mille et une façons. Il y a quelque chose à réconcilier, à unifier, ce qui sera quand on sera arrivé à ce moment-là. Jung, il l'a vécu dans justement cette personnalité numéro 1 et cette personnalité numéro 2. Donc là, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais il s'appuie véritablement là-dessus pour proposer le mouvement du processus. C'est-à-dire qu'il va osciller entre nature et culture. Nature et culture. Ça lui vient d'où cette histoire-là? C'est l'histoire de sa mère, de son père. Bien évidemment, déjà, il est pris entre ces deux-là. Mais ce qui est assez extraordinaire dans le propos jungien, c'est qu'il le repère très jeune, cette chose-là. Et ce serait quoi le risque? Si, c'est parce que c'était Jung probablement qu'il a eu cette structure psychique suffisamment forte pour tenir les deux.
et ne pas se séparer d'une partie de lui-même. Sinon, le risque, bien évidemment, de ce clivage, il est squeezé de quelque chose, avec toutes les répercussions que ça aurait pu avoir. Donc, il s'appuie sur son expérience à lui, de cette dualité, de ce tiraillement qu'il aura enfant, qu'il aura aussi adolescent, voire quand il est jeune adulte, et en permanence, il va pouvoir tenir ces opposés en lui. Comment il les tient finalement? C'est pas le tout de dire je tiens mes opposés, c'est pas de cet ordre-là. Il va expérimenter justement, et ce qui mettra aussi en visibilité dans l'accompagnement aussi avec ses patients, il va utiliser tout ce qui est de l'ordre de la création, de la créativité, justement, pour permettre à l'inconscient de venir dire autrement qu'avec de simples mots, effectivement, pour créer ce dialogue à l'intérieur. Donc, nous le savons, il savait dessiner, il savait peindre, il savait sculpter, il savait graver. Bon, effectivement, il avait des outils, je dirais, qu'il savait manier magnifiquement, justement, pour aller à résolution et à création. Donc, ce dialogue, de lui avec lui-même, revoir le livre rouge, je pense que tout le monde sait de quoi je parle, et le livre rouge, il le dit lui-même. Quand il se lance dans cette aventure de création, il est au plus mal, Jung. Il est dans une dépression, je dirais, gravissime, puisque justement, c'est la période où il repère, il le dit, il l'écrit d'ailleurs, il a peur de devenir fou. Il a peur de devenir fou, pourquoi? Parce qu'il repère qu'il a les mêmes symptômes que les patients psychotiques qu'il soigne. Donc il est pris dans un tiraillement. Et dans ce tiraillement, effectivement, il s'abandonne consciemment au délire de l'inconscient, avec tous les risques que ça peut comporter. Là, il n'est même plus dans la dualité. Il est dans le morcellement. Mais petit à petit, justement, à travers tout ce qu'il va mettre en place pour lui, eh bien, tout ce qui est fragmenté, on pourrait prendre ce terme-là aussi, tout ce qui est fragmenté il va y avoir des reconstitutions des éléments de la psyché. Et puis, il reviendra à cette fameuse dualité de lui-même, ce tiraillement. Mais ce qu'il a vécu dans cette plongée dans les profondeurs, ou alors on y reste, ou alors ça renforce le moi, ce qui a été son cas. Et donc, de cette dualité renouvelée, de lui avec lui-même, mais dans des polarités qui, petit à petit, sont devenues conscientes, eh bien, il a mis en dynamique le processus pour aller à unification de cette dualité. Donc, on voit bien que, encore une fois, on se dit, oui, mais de la dualité à l'unité, Jung, il est passé de la dualité à la fragmentation, retourner à la dualité, mais il n'en est plus au même endroit, pour effectivement revenir à cette unité de création. Donc, encore une fois, le thérapeute qui accompagne son patient dans certaines étapes de morcellement, dans certaines étapes justement où il y a quelque chose, où il y a un effondrement peut-être de la psyché, comment peut-il accompagner son patient justement pour lui permettre de revenir à une dualité là positive, féconde, puisque c'est de celle-là, de celle-ci, qu'il pourra revenir à cette unité. Et là, bien évidemment, il y a une fonction essentielle, il y en a même plusieurs, puisque, encore une fois, tout est tendu vers la fonction transcendante, celle qui s'est mise au-dessus, qui n'a pas pris parti ni pour ma partie à moi, ni une autre partie de moi, qui pourrait être génératrice aussi de quelque chose de compliqué et de douloureux et de difficile, qui serait la culpabilité par rapport à ce qui peut se jouer là. Qu'est-ce que je perds? À quoi je renonce alors qu'il n'y a rien
Rien ne nous dit qu'il faut renoncer. Il faut simplement retotaliser et repartir d'une nouvelle dualité en soi. Donc, c'est vraiment l'expérience que Jung fait de qui il est, de sa propre histoire, et qu'il propose justement, dans ce mouvement, de revenir à cette unité perdue. Parce que cette unité, on l'a perdue. À quel moment on a pu la perdre? Alors Jung le met aussi en visibilité de cette manière, ce qui quelquefois peut déranger certaines personnes, c'est que pour Jung, c'est notre incarnation, c'est notre naissance qui nous sépare de cette fameuse totalité. Finalement, avant de naître, on était où? On était dans une totalité quelque part, et puis on s'est installé dans la matrice en totalité, mais très vite, ça s'est déjà séparé à l'intérieur, puisque ça se sépare, et puis hop, c'est un petit garçon ou c'est une petite fille. Tout ça, ça va alimenter tous les propos de Jung, de cette dualité-là. Ça veut dire que je suis séparée de quoi en étant une petite fille? Je suis séparée de ma polarité masculine, et puis je suis séparée de quoi, si je suis un petit garçon, de ma polarité féminine. Donc déjà, cette séparation, elle se passe, elle s'inscrit à l'intérieur de la matrice. Et donc toute notre vie, en tout cas c'est comme ça que Jung le propose, et il le mettra beaucoup plus tardivement dans la notion du processus d'individuation. J'étais dans ma totalité, ma naissance, mon incarnation me met dans une dualité, dans une séparation, puisque pour Jung, un individu total, complet, entier, il est porteur des deux polarités. Donc, tout l'autre itinéraire, c'est-à-dire notre parcours de vie, le chemin d'individuation, qu'on peut appeler le chemin d'harmonisation de notre vie, notre chemin d'évolution, on peut trouver plein d'autres synonymes, c'est comment nous allons aller à retotaliser ce que l'on était peut-être quelque part avant cette séparation initiale. Donc ce processus d'individuation, on peut se dire, tiens, c'est une belle formule, processus, mouvement, individuation, individu, oui, mais c'est quelque part retrouver quelque chose qui est déjà inscrit en nous. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette nostalgie des origines. Qu'est-ce qu'on dit quand on parle de la nostalgie des origines? De mais quelles origines? Alors pour Jung, qui quand même, plus qu'un autre grand psychologue, psychanalyste, humaniste, on pourrait mettre tous ces mots-là, qui a ouvert quand même un champ d'exploration dans l'être que nous sommes, là c'est à chacun. Jung ne dit pas qu'il faut prendre cette information-là, il la propose. C'était où Alors la nostalgie des origines, pour d'aucuns, c'est le paradis perdu. Mais de quel paradis parlons-nous, là aussi, Donc, ce processus, quand on est sur ce chemin, et puis alors on va se dire, mais si on ne connaît pas Jung, on ne sait même pas qu'il existe, alors c'est quoi cette histoire? Peu importe. Nous, c'est parce qu'on le nomme, c'est parce qu'on a une sensibilité, je dirais, à ses propos, à son esprit, à ce qu'il nous propose, que ça a du sens. Mais peut-être, si on ne connaît pas tout ça, on avance quand même sur cette quête. On peut y aller de manière philosophique, spirituelle, artistique, peu importe. L'objectif, c'est d'aller à reconnaissance de soi-même, à réunifier justement tout ce qu'on a perdu dans cette fameuse séparation. Alors, compliqué de se dire, oui, mais c'est quoi le mode d'emploi, c'est quoi la formule? C'est l'utilisation de la fonction symbolique, parce qu'on ne peut pas intellectuellement
Où elle est ma mémoire? Alors bien sûr, on peut faire des régressions, on peut faire certaines choses qui vont nous mettre dans des états modifiés de conscience, bien sûr, pour aller retrouver et se reconnecter à des plans différents, justement pour aller à retotalisation de qui nous sommes. Mais notre mémoire, notre mémoire vive va nous ramener jusqu'à un endroit, mais après on n'y arrivera pas. Donc il n'y a plus qu'une seule fonction, et qui est la fonction symbolique, qui va permettre effectivement de réunifier ce qui a été séparé. C'est-à-dire essayer, dans l'interface conscient et inconscient, de trouver ou de remettre des liens. Donc en permanence, cette dualité, certes qui peut nous mettre, qui est inconfortable, qui peut effectivement générer des problématiques, des blessures, des souffrances, en même temps, elle est le matériau de l'œuvre. Et c'est pourquoi Jung le mettra en visibilité avec justement tout le travail que font les alchimistes, justement dans ce mouvement de la fameuse conjonction des opposés, qui n'est rien d'autre que l'énantiodromie dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais que Jung va nommer de cette manière. Donc c'est un processus qui prend du temps, alors, ce n'est pas forcément une invitation, mais est-ce que ce serait une obligation? Pas sûre, de rencontre avec soi-même et d'aller, encore une fois, dans cette, non pas dans ce qui est de l'ordre du conflit, mais dans l'ordre de ce qui est la confrontation. Est-ce que j'accepte, est-ce que j'accueille, est-ce que je renonce? Jung mettra aussi en visibilité ce que je viens de vous dire là, avec tout ce qui est de l'ordre de ce qui est héroïque en l'être humain. Jung s'appuie beaucoup sur un archétype particulier, entre autres de tous ceux qu'on peut connaître, et il s'appuie beaucoup sur l'archétype du héros. Et encore une fois, le héros. Pourquoi? On va revenir sur cette fameuse dualité. Et c'est, encore une fois, quand Jung met en visibilité tous ces domaines-là, il les relie toujours à quelque chose qui est commun dans ce fonction de la dualité. Parce que vous savez pourquoi, finalement, on dit que, mettons, Hercule est un héros. Pourquoi on nomme un héros? Héroïne est pareil, mais je prends le terme générique héros qui comprend aussi. Qu'est-ce qui nous permet de dire, dans la mythologie, donc domaine aussi qui a été très important pour Jung, que tel personnage est un héros? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? C'est important. On est vraiment au cœur de ce qui est de la dualité. Pourquoi? Je prends Hercule, j'aurais pu prendre un autre, mais pourquoi on dit que Hercule, c'est un héros? Il dépasse. Oui, mais ça va être la fonction du héros. Souvent, il est né d'une humaine et d'un dieu ou l'inverse. Voilà, Marie-Agnès, c'est parfait parce que c'est exactement ça. Nous revoilà sur cette notion-là. Pour qu'un personnage soit nommé un héros, ça veut dire que les parents, soit il y aura un dieu et une mortelle, ou il y aura une déesse et un mortel. Ah ben oui, mais en quoi ça nous intéresse, ça? Ben, encore une fois, c'est toute la pensée de Jung, de l'humain et du divin, du profane et du sacré. Et nous revoilà ici. Et comment, effectivement, on va cheminer pour arriver à quelque chose qui se crée. Donc, quand cette dualité pour Jung, elle est fondamentale, parce qu'elle montre bien que l'humain que nous sommes, sur son processus d'individuation, chemine pour aller à la rencontre de sa part du sacré. C'est ça qui est intéressant sur cette dualité-là. Mais aller à la rencontre de notre participation sacrée, ou, un autre mot, lumineuse, pour ne pas dire numineuse, on y va avec l'humain que nous sommes, c'est-à-dire avec notre part blessée, notre part blessante, notre part faillible, notre part douloureuse.
Donc c'est pour ça que le parcours, il est... c'est pas le long fleuve tranquille, hein, puisqu'il est semé d'embûches, comme vous l'avez dit. Oui, le héros va donc devoir se dépasser, se transcender. Mais c'est à ce prix-là qu'effectivement, cette partie sacrée, eh bien, il la rencontrera et il les unifiera. Ça veut dire que ici, ma partie humaine, ma partie sacrée, c'est pas gagné d'avance, hein, ici. Mais si j'arrive à tenir ça, à faire cette rencontre-là, eh bien, je reviens à ma totalité. Parce que pour Jung, un être humain est dans sa totalité quand il a unifié la polarité du masculin et du féminin, quand il a unifié en lui sa partie humaine et sa partie sacrée. Pour tout ça, ce sont des définitions, hein, parce qu'on sait bien que, encore une fois, ça voudrait dire que l'objectif, c'est d'être soi-même, avec un S minuscule, mais d'aller aussi à la rencontre du soi, avec le S majuscule. On ne devient jamais le soi. Le moi chemine vers le soi. Et c'est tout ce parcours qui nous grandit et qui fait que justement, bien ici, alors c'est à cause de cette dualité-là en nous, hein, nos dualités extérieures, dans nos participations duelles, etc. Bon, même s'il y en a qui sont difficiles, mais Jung nous parle surtout de ce cheminement à l'intérieur, dans cette dualité intérieure. Alors, elle nous vient d'où, cette dualité intérieure? Encore une fois, là aussi, hein, on peut envisager nos héritages. Nous héritons de quoi? Nous héritons effectivement de plein de choses psychiques, de papa et maman, qui ont eu aussi grand-papa et grand-maman, qui ont eu aussi, etc., etc. Donc, on a notre histoire individuelle, justement, où toutes ces dualités, ben, ça en fait des dualités. Et puis, si ensuite on les relie, ce que fait Jung, à effectivement toutes les dualités aussi qui sont contenues à travers les archétypes dans l'inconscient collectif, on voit bien que arriver à l'unité de l'être humain, ce n'est pas gagné tout de suite. Et Jung, encore une fois, il va plus loin dans ce qu'il nous propose dans cette image-là, c'est comment aussi arriver à l'unité aussi de cette humanité dont on fait partie. C'est là aussi où, effectivement, il a pu déranger certains par ces propos-là, parce qu'encore une fois, il a ouvert d'une manière tellement large qu'il n'a pas contenu l'individu. L'individu n'a de sens pour Jung que dans sa participation au collectif. Et ce qui fait un collectif mature, autonome, un collectif individué, c'est parce qu'il est constitué d'une pluralité d'individus. Sinon, on n'est pas dans le collectif, on est dans la masse. Voilà, c'est la masse, quoi. On est dans l'indifférencié. On est encore dans le chaos. Mais s'engager pour soi-même et avec soi-même, c'est être dans, c'est un terme qu'il emploie, c'est aller dans cette participation au monde. Mais on appartient au monde. Parce qu'on peut se dire, après tout, moi, j'en ai rien à faire de tout ça, je m'occupe de moi, mais là, on n'est pas dans l'individu. On est dans l'individualisme, ce n'est pas du tout le même mot. Donc, un collectif, c'est une pluralité d'individus, et un collectif individué, je crois que le monde, c'est ce dont le monde a quand même bien besoin à l'heure actuelle. Donc, comment... on n'a pas la prétention de sauver le monde, hein, c'est pas ça qui nous est demandé, hein, mais d'être suffisamment dans ce qualitatif avec nous-mêmes, dans cette unification de ce qui est ou de ce que sont nos dualités, pour aller à notre unité d'être que nous sommes. Et partant de là, déjà, on s'achemine vers cette pluralité, cette qualité du collectif. Pour Jung, il n'y a pas l'un sans l'autre. Il y a l'individu, il y a le collectif. Bon, eh bien, si on travaille là-dessus, dans la conscience que le un ici est là pour participer au collectif et qu'il y a un dialogue, de nouveau on reprend ce terme, hein, et qu'il y a un dialogue ici,
on devrait arriver ici quand même à quand même quelque chose qui serait une belle réussite de ce qu'est l'être humain. Après, c'est vrai que quelquefois, et là on est testé, et je pense que là on est dans le monde dans lequel nous sommes, si on ne garde pas quelque chose qui est de l'ordre de l'espoir, mais dans l'archétype, là je parle de l'archétype, je ne parle pas bon, j'ai l'espoir que ça aille mieux demain matin, je ne le dis pas dans ce sens, je prends l'archétype de l'espoir, parce que s'il y a l'archétype de l'espoir ici, on est toujours sur les opposés. Qui est-ce que je mets en face? Le désespoir. Donc là, on a plutôt intérêt, si je mets espoir et si je mets désespoir ici, à faire le mouvement là, parce que sinon on n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qui va faire le mouvement et qui va permettre justement la transcendance pour qu'on arrive à quelque chose où, là aussi, on est dans quelque chose d'harmonisé, dans une harmonie. Eh bien, un autre mot que Jung nous proposerait, j'imagine, c'est le désir. Le désir dans le sens de Jung. Je ne parle pas de celui de Freud, il est intéressant aussi, mais dans le propos là, ce n'est pas de celui-là dont je parle. Je parle quand Jung il parle du désir avec le D majuscule, ce qui nous anime, notre élan créateur, porté par cette puissance d'être, s'il y a ce désir, probablement que l'espoir va tenir le désespoir. Et si le désespoir est là, l'espoir reviendra. Et s'il y a le mouvement, il n'y a pas de problème, on arrivera ici. Donc, mais ça nous appartient à tous. Alors des fois, on se dit, parce que chacun a ses soucis, chacun a ses épreuves, ses difficultés. Donc des fois, on a envie de s'asseoir et puis on attend que ça se passe. Donc, encore une fois, toujours important, comment est-ce qu'on s'engage, qui est une valeur importante. Jung, il en parle justement quand il travaille sur cette participation héroïque qui est la nôtre. Le héros, il a le droit de se décourager, parce que s'il y a le héros, de l'autre côté, il y a l'anti-héros, on est toujours dans cette dualité. Jung a fondé toute sa pensée, a fondé toute sa psychologie sur la conjonction des opposés. Donc, penser en termes de dualité, d'une chose et son contraire, d'une chose et une autre qui s'y opposent, et garder le mouvement permet effectivement, alors la résolution quelquefois bien sûr, mais surtout la création. Et la création, c'est quelque chose de nouveau toujours. Je ne parle pas de la créativité, ce sont deux mots différents. La création, elle répond à la demande de l'univers. Ça n'existait pas, puis d'un seul coup ça existe. Jung s'appuie sur la mythologie pour ça. Il y a le chaos, et puis du chaos, tout va émerger du chaos. Après, il faut tout réorganiser, il faut tout recréer. Donc, alors bien sûr que pour notre création, quelquefois on utilise notre créativité, mais ce n'est pas les deux mêmes mots. Voilà. Donc, encore une fois, faisons œuvre de création. Le troisième terme, en tout cas, Jung insiste là-dessus, quel que soit le pourquoi on est dans la situation duel, soit avec l'extérieur, nos circonstances de vie, mais surtout à l'intérieur de nous, l'objectif, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est créé. Et ça, dans le processus d'individuation, qui n'est jamais terminé, parce que tant qu'on est vivant, on est dans ce mouvement-là. Encore une fois, où j'en suis, parce que là aussi, ce processus-là n'est pas linéaire. Pour Jung, ce n'est pas linéaire. C'est-à-dire que linéaire, c'est pour aller vers vous, hop, je vais tout droit. Enfin là, je n'irai pas parce que je vais tomber, mais je vais tout droit comme ça. Pour Jung, le parcours, dans le processus d'individuation, il n'est jamais linéaire. Certes, il l'est, parce que ça ne peut pas être autrement, mais en même temps, il est circulaire. Ça veut dire que ce mouvement-là nous amène à nous retourner, à revenir, mais à repartir et à dépasser, et à revenir, et ainsi de suite. Ça veut dire que le matériau de l'œuvre, il est dans le chaos. Ça veut dire que nous, voilà, c'est toute
la juxtaposition qu'il met aussi avec l'alchimie. Hein. Ça veut dire que je suis arrivé là, mais pour aller plus loin, peut-être, la vie s'en chargera d'ailleurs, hein, je vais être obligé de repartir, aller chercher du matériau, repartir pour de nouveau avancer et dépasser. C'est pourquoi, dans ce mouvement linéaire, le mouvement est aussi circulaire. Hein. Là, on pourrait le développer, ça serait soit sur un plan horizontal ou sur un plan vertical. Hein, dans ce mouvement, mais c'est toujours un mouvement vers soi, dans le sens individu. Et ce mouvement vers soi est un mouvement, effectivement, qui est là pour nous amener vers ce fameux collectif. Donc, compliqué, mais encore une fois, ça peut permettre, et je remercie la proposition de ce thème, hein, de la dualité à l'unité, parce que, encore une fois, c'est permanent, c'est présent. Hein, le matin, quand on se lève, voilà, où est l'attention? Alors, quelquefois, c'est léger, on ne s'en est même pas aperçu. Hein. Il ne faut pas chercher des choses trop compliquées, trop complexes, trop difficiles. Mais c'est le mouvement de la vie, en tout cas, justement, d'une chose et son contraire, de mettre en lien pour mettre en équilibre, en harmonie et en unification. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Oui, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai proposé ou d'autres, donc... Vous avez parlé des deux mouvements horizontal et vertical. Moi, tout d'un coup, avec le cercle et avec le mouvement, j'ai vu une spirale. Oui, c'est ça. Oui, oui. Non, encore une fois, c'est le mouvement spiralé. Quand j'ai dit circulaire, effectivement, j'aurais pu reprendre. Oui, vous avez parfaitement raison. C'est quand j'ai dit le mot circulaire, hein, mais encore une fois, puisque on revient en permanence, alors il y a effectivement cette circularité qui va comme ça. Voilà. Elle pourrait aussi aller comme ça, mais on est effectivement sur quelque chose qui parle effectivement de cette verticalité. Et sur la modalité horizontale, c'est la même chose. Hein, mais tout à fait. Hein, c'est la dynamique de la spirale, c'est celle qui nous permet de sortir de la répétition. Parce que si je reste là, bon, c'est du connu, hein, voilà. Donc, comment effectivement sortir du cercle, mais en gardant la circularité, c'est-à-dire la dynamique de la spirale. Tout à fait. Merci pour la conférence, j'ai trouvé ça super. Ça a fait écho à plein de choses, c'est complet, c'est très riche et merci beaucoup. Le livre rouge dont vous avez parlé, que vous avez suggéré que tout le monde connaissait, moi je le connais à peine, je viens de l'acheter, je ne l'ai pas encore ouvert. Et donc j'aimerais bien que vous en dites quelques mots, si j'ai bien compris ce que vous dites. Jung l'a écrit à un moment donné où il était dans un processus de morcellement de lui-même, où il flirtait avec la folie, et qui se demandait où il... C'est ça? Ok. Donc si vous pouvez en dire un peu plus. Oui, bien sûr. Ce livre rouge, bon, qui l'a, le livre rouge? Bien. J'espère que tout le monde lit le gothique allemand. Hein, bon. Hein. Alors oui, 1913, hein, c'est le moment où c'est Jung, Freud et Jung, c'est 1906, 1912, 1913, c'est la grande... Jung fait une... C'est moi qui vais tomber. Jung fait une grande dépression, pas parce qu'il y a eu la rupture avec Freud, mais ça en fait partie. Hein. Et une dépression vraiment gravissime, c'est pas un petit mal-être. Et mais
quelques années auparavant, il a consigné dans ce qu'on appelle les petits carnets noirs, ou carnets marrons, hein, il a consigné voilà, des pensées, bon, des écrits, il a fait des illustrations, etc. Et au moment où justement il sombre dans cette dépression, c'est là, ce moment où justement il a peur de devenir fou, etc., etc. Et là, il va se lancer justement dans une aventure assez extraordinaire. Il va s'abandonner consciemment aux éléments de l'inconscient, et il va écrire, il va peindre, il va se positionner dans la posture du moine copiste. Que fait le moine copiste, hein? Effectivement, il rentre à l'intérieur de lui pour ses graphismes, pour les enluminures, pour toutes ces choses-là. Donc là, il est vraiment dans un mouvement de profondeur, il est vraiment dans un mouvement intérieur très très fort, et donc finalement, ça serait son journal intime. Ce livre est resté pendant 50 ans dans les coffres à Zurich. Par chance, je connais quelques petits-fils de Jung et j'ai organisé 4 voyages chez Jung, hein, dans les maisons qu'il a créées, etc. etc. Donc on a eu des informations par rapport à ça. Donc pendant 50 ans, comme Jung n'avait pas dit il faut éditer, pas éditer, etc., il savait pas, c'est resté dans un coffre en Suisse. Puis au bout de 50 ans, la famille, etc., ils ont décidé de le publier. Parce que, originellement, le livre, il fait 12 kilos. Hein. Celui que vous avez, il fait 4 kilos, c'est déjà pas mal. Mais le livre original, il fait 12 kilos. Il a écrit, il a calligraphié sur des peaux de moutons, je crois, sur des peaux d'animaux. Hein, et il a relié le livre en cuir rouge. C'est pour ça qu'il s'appelle le livre rouge. Hein. Et en fait... c'est sa traversée du désert, c'est sa descente aux enfers. Les premières lignes du livre sont une clé. Mon âme, où es-tu? Je te cherche. Jung a perdu son âme. Donc il a perdu ce qui l'anime, il a perdu sa vie, il a perdu le sens. Et le fait de calligraphier, de dessiner, eh bien effectivement il se guérit. Et tout est symbolique, hein. Ce ne sont que des symboles hein, qui sont dans les dessins, etc. Donc c'est un livre qui se lit à petite dose, hein, c'est pas, voilà. Mais encore une fois, là, c'est vraiment une descente dans les profondeurs. Ce n'est que du symbole. Hein, et même si on ne connaît pas Jung, voilà, c'est somptueux. Je ne sais pas si, voilà, mais c'est beau. Ça interpelle hein, quand même. Parce que ces images-là viennent... Est-ce qu'elles font écho à des images dont nous sommes porteurs? Peut-être. Hein. Voilà, il y a des grands archétypes qui sont dans cet ouvrage. Hein. Donc prenez votre temps, mais vous allez voir. Bonsoir, merci pour votre conférence. Alors moi je m'adresse à la danseuse, parce que je suis danseuse aussi et j'aime le mouvement. Et je me dis, quel lien vous faites avec votre pratique de mouvement à vous passé? Est-ce qu'il y a des choses dans vos propres mouvements que vous avez explorées, vous avez senti parfois vos propres tensions, des opposés? Enfin voilà, j'avais envie de vous entendre aussi dans un contact direct au corps. Merci. Alors là aussi, Jung n'a pas forcément parlé de cela, hein, mais justement, il parle quand même de la posture, hein, de l'attitude. Le corps vient dire plein de choses. Et les personnes ici, thérapeutes ou coachs, hein, certainement sont attentifs, je dirais, à la posture du patient. Parce que déjà, le corps, il dit plein de choses. Et c'est inconscient, mais quelquefois, la façon dont on est assis, la façon dont on fait une gestuelle, etc., le corps parle. Hein. Donc, bien sûr, encore une fois, le propos de Jung par rapport à ça serait en relation avec l'alchimie, corps, âme et esprit. Ça veut dire que le corps, enfin, c'est notre incarnation. Hein. Si je suis que dans le corps, qu'est-ce qui se passe avec mon âme et mon esprit? Si je suis que dans... Voilà, encore une fois, c'est comment aucun n'est exclu. On revient sur cette notion de totalité. Donc, quand j'ai de l'émotion, quand j'ai des idées, du mental, etc., j'ai aussi un corps.
Alors, est-ce qu'il participe ou est-ce que... Non, il n'a rien à faire, il n'a rien à dire, etc. Donc, encore une fois, c'est la conscience. C'est quelle conscience de mon corps ai-je Et là aussi, c'est quand même toujours intéressant. Bon, moi, dans le travail que moi j'ai fait, ou dans ce que j'ai pu apprendre, c'est pas simplement la psyché pour la psyché, c'est le psychocorporel, comment le corps, il est participant. C'est-à-dire comment on peut le faire participer. Et puis c'est vrai que quelquefois, on le voit bien, mettons quand on fait du yoga par exemple, bah, c'est pas simplement 1, 2, 1, 2, hein, c'est porté par une dimension, etc., etc. Donc le corps lui aussi a besoin, un corps qui n'a pas de mental, qui n'a pas de pensée, bah, il fera rien, hein, parce qu'il a besoin de la pensée. Mais un corps qui n'a pas non plus d'émotion, en tant que danseuse, et si vous l'êtes, effectivement, on peut avoir un danseur ou une danseuse au niveau d'une technique, c'est parfait, quoi, c'est génial. Sauf qu'il ne se passe rien, quoi. Voilà, c'est beau, peut-être, mais est-ce que ça vient me chercher ici? Parce que c'est une autre présence de l'âme, mais qui anime le corps. Donc, encore une fois, c'est le lien. Voilà, on revient toujours sur cette notion de lien. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup pour cette conférence. J'aimerais que vous nous parliez un peu plus des archétypes, si c'était possible. Alors là, on va faire nocturne, hein. Hein, parce que là, les archétypes, forcément. Hein, parce qu'il y a qu'est-ce que l'archétype? Comment fonctionne l'archétype? Nommer les archétypes, comment les reconnaître et en quoi ils peuvent être un support intéressant et important pour le thérapeute pour permettre éventuellement de percevoir une problématique. Donc, vous voyez, là, ça nous emmènerait très loin. Hein. Alors, simplement, archétype, je vais faire très court, hein, parce que ça me mérite beaucoup de temps. Hein. Déjà, l'étymologie du mot. Archétype, l'étymologie grecque. Hein. Arché, c'est le commencement, c'est quelque chose qui démarre, voilà, on est à l'origine. Et puis, typos, type, donc l'origine des types. Hein. Donc, encore une fois, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, mais Jung emprunte beaucoup aux grands philosophes grecs. Donc, il n'invente pas le mot archétype. Hein. Platon s'en est chargé, hein, quand il parle des idées forces, etc. Donc, voilà, parce qu'avant que Jung les nomme archétypes, il les appelait des motifs universels, des images universelles. Et puis après, effectivement, il a repuisé dans ce que disait Platon et il a trouvé que c'était plus approprié. Pour qu'on puisse dire qu'un archétype est un archétype, il faut qu'il ait une dimension d'universalité. Sinon, l'archétype, c'est une matrice vide que l'on peut nommer, bien évidemment, mais qui ne s'activera, qui ne deviendra un noyau dynamique que par la projection que chaque individu en fera. Et ça, c'est quand même ça qui est quand même une clé quand on veut travailler avec les archétypes. Hein. Je vais redire, toi tu vas savoir, puisque c'est ce que j'ai utilisé dans le cours, donc je vais redire la même chose. Hein. Donc je prends un archétype que nous rencontrons tous les jours on le rencontre, cet archétype-là. C'est l'archétype de la justice. Hein. L'archétype de la justice, c'est celui qui pose la loi, qui met le cadre, qui organise. On était déjà là, ça commence à telle heure, c'est à tel endroit, ça finira à telle heure, etc. On pose un cadre. Donc, dès le matin où on se lève, on est en relation avec cet archétype de la justice. Maintenant, nous sommes tous différents, nous sommes des individus différents. Et eu égard à ce qu'on a introjecté, à ce que l'on a vécu à la première rencontre de cet archétype, c'est-à-dire, c'est aussi la fonction paternelle, à vos souhaits. C'est celle qui pose la loi, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de notre psyché, puisqu'on devait avoir 2-3 ans, par exemple, hein, qu'on a gardé en soi et qui continue à œuvrer malgré tout
en tant que thérapeute, si vous avez un patient qui vient et puis qui vous dit je ne sais pas pourquoi, je suis instable dans mon travail, je ne supporte pas la hiérarchie, je ne veux pas qu'on me donne d'ordre, etc., etc. Ah, ben, il faut rembobiner l'histoire. Quand il a rencontré, inconsciemment bien évidemment, l'archétype de la justice, ben, il a dû se passer quelque chose qui fait que ça continue à œuvrer. Je redonne l'exemple que j'ai donné dans le cours, par exemple. Si la première fois que on m'a dit non, tu rentres pas, tu restes derrière la porte, on viendra te chercher. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, petite fille, derrière la porte? Je me suis assise, tranquille, j'ai obéi, je me suis dit j'attends, on va venir me chercher, etc. Ok. Maintenant, peut-être que vous, Marie-Agnès, ça ne vous a pas plu. Derrière la porte, vous avez tapé à la porte, vous avez donné des coups de pied, etc., etc. Donc, l'introjection qu'on a eue de la première fois de cet archétype n'est pas la même. Tout ça pour dire, et je vais le dire rapidement, l'archétype, il a 3 façons de fonctionner. Et dans ces 3 façons, il y a des nuances. Soit je le refoule, soit je m'y identifie, ou soit je l'intègre. Donc moi, pas eu de souci, je l'ai intégré. Donc, dans la vie, je peux désobéir de temps en temps, mais ça n'a pas laissé de traces. Mon inconscient n'a pas quelque chose là qui va manifester, etc. Je n'ai pas de souci avec l'ordre, avec la hiérarchie, etc. En revanche, Marie-Agnès, c'est inscrit quelque chose quand même. Voilà. Donc, soit vous refoulez, vous faites ce que vous voulez quand vous voulez, ni Dieu ni maître, après tout, moi, je n'ai pas de compte à rendre, soit vous vous identifiez à la justice. Et là, c'est vous qui faites la loi. Voilà, là, c'est très résumé ce que je vous donne. Mais l'archétype, c'est quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre de l'universalité. Jung n'invente pas les archétypes. Il va en inventer, c'est-à-dire en nommer quelques-uns, qui sont nommés certainement différemment. Voilà, il va nommer le vieux sage, la grande-mère, le puère, le trickster. Il prendra le héros aussi comme archétype, etc., etc. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on les repère et comment on les a rencontrés, comment on s'est projeté dedans. Et c'est ça qui va activer et qui va faire que dans nos comportements, et quelquefois ça peut générer des problématiques, sans aucun doute. Mais voilà. Donc là, pour le thérapeute, c'est une clé. Tiens, dans le rêve que le patient raconte, par exemple, qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Quel archétype est activé? Bonsoir et je renouvelle un très grand merci pour ce voyage que vous avez partagé. J'ai une question sur l'archétype de l'espoir, et j'ai entendu autour de l'espoir cette tension entre espoir et désespoir, puis ce terme de désir, et je n'ai pas entendu le terme de libido, et je serais curieux d'écouter les nuances sémantiques éventuelles, puis peut-être également le terme d'énergie. Merci Marie-Agnès. Alors, libido, ça veut dire désir. En fait, c'est le même mot. Voilà, le libido, désir. Là où, effectivement, peut-être il faut effectivement revenir là-dessus, c'est que la libido freudienne n'est pas la libido utilisée par Jung. Certes, Jung, il n'exclut pas que dans la libido et dans le désir, il y a effectivement tout ce qui est de l'ordre du sexué, du sexuel, etc. On sait ce qui se joue entre les deux hommes. N'oublions pas, la rupture va se jouer en 4 mots. Tout n'est pas sexuel. Et là, bien évidemment, ça sera consommé, si je puis dire, dans la rupture entre ces deux hommes. Pour moi, cette histoire Freud et Jung, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. Voilà, il y a beaucoup à dire, et il ne faut surtout pas dire qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Là aussi, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait, Jung, Freud? On arrive où ici? C'est ça qui serait extraordinaire aussi à mettre en visibilité. Parce que des contradictions, des tensions, plus elles sont là,
plus elles sont difficiles à vivre, mais plus elles peuvent être riches au niveau de la créativité. Je n'ai pas oublié votre question, j'y reviens. Hein. Mais quand on parle du désir, c'est-à-dire libido de Jung, certes, on contient dedans tout ce qui est de l'ordre du sexuel et de la sexualité, mais pas que. Ça veut dire que Jung, il ouvre effectivement à l'énergie de vie, à l'élan créateur, à quelque chose qui est là et qui nous meut en fait. C'est ce qui fait qu'on est porté, on est transcendé, c'est ce désir-là. Hein, c'est un désir d'être, mais vraiment, vraiment qui est de là. Hein. Merci. Allez, une dernière question. Qui pose la dernière Je pense que vous l'avez abordé sans le nommer, mais Jung ne l'a pas beaucoup nommé, mais je ne connais pas assez Jung. Que fait-il de l'amour? Est-ce que ce n'est pas ce liant qui permet d'aller jusqu'en haut? C'est une grosse question, excusez-moi. Mais... Oui, bah voilà, c'est bien de finir sur le mot amour. Hein. Merci, voilà. Alors, l'amour, c'est aussi un archétype. Hein. Alors, c'est de quel amour parlons-nous? Est-ce qu'on parle de l'archétype ou est-ce qu'on parle de l'amour, l'amour de toi et moi, l'amour filial, l'amour fraternel Ah mais oui, bien sûr, là aussi on pourrait effectivement élaborer tout ça. Pour Jung, encore une fois, la dynamique, il va reprendre cette dynamique en utilisant la mythologie. Alors je vais là aussi essayer de faire court. Je vous ai parlé tout à l'heure du chaos, hein, il y a le chaos, et là on pourrait travailler sur le chaos, justement, puisqu'on est dans l'indifférencié, hein, et c'est de cet indifférencié où tout va jaillir. Et est-ce que vous savez quelle est la première énergie, la première dynamique qui, spontanément, c'est-à-dire que là, il n'y a rien qui est genré, masculin, féminin, etc., hein, qui spontanément jaillit du chaos? Qui est-ce qui jaillit du chaos? Et c'est pour essayer de répondre à votre question hein, par rapport à Jung. C'est Eros, merci pour Eros. Hein. C'est Eros. Donc, effectivement, qui est là, l'archétype de l'amour avec le A majuscule. Et de cet amour-là, bien évidemment, tous les autres vont effectivement émerger. Donc, ce qui veut dire quand même que, et ça, on peut garder espoir quand même avec cette image-là, hein, de ce fameux chaos. Chaos, c'est le bâillement. Donc, le chaos, nous disent les écrits, le chaos, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Et de ce rien, la première étincelle qui jaillit, c'est l'éros, c'est-à-dire tout ce qui sera la fonction du sentiment, etc. Donc, Jung, il parle de ça, justement, pour parler de ce qu'est l'archétype de l'amour, sans lequel, probablement, maintenant, il est mis à mal un petit peu, et ça, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, parce que si je mets amour ici, quel est le mot que je mets en face? Désamour, tout simplement. Hein, amour des amours, ou effectivement amour-haine, pourquoi pas hein, ça vient nous chercher quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec ces deux-là hein? Donc, revenons à l'archétype, quoi. Si toutefois il peut s'activer en nous, mais là aussi, quelle projection on va en avoir, eu égard à notre histoire individuelle et personnelle. Et là, de nouveau, on est dans mon gribouillis d'ici, hein. Mais c'est bien de terminer sur ce mot-là, quand même. Merci. Et moi, je vous applaudis, vous. C'est ce que font les artistes.